Le 14 octobre 2025, à 18h, j'étais tranquillement en train de regarder YouTube sur ma télévision. Philippe? Ouais. Bonjour Philippe, Philippe Metzinger, hein? Voilà, alors mon nom est Francis Renaud, je suis un ami de Philippe Guérard, qui est aussi un de vos amis, je crois, qui m'a donné vos coordonnées. Vous avez 2 minutes, je vous dérange pas là? Non, c'est bon, tu me déranges Alors, pas. écoutez, voilà ce qui m'amène. Je suis à la recherche de quelqu'un qui soit spécialisé dans les montages vidéo. Ouais. L'affaire est un peu compliquée. Si vous avez un moment, le mieux c'est peut-être qu'on se rencontre à votre convenance Ouais, tout à fait, ouais. et je vous expliquerai plus en détail. Voilà, est-ce que en D'accord. gros c'est quelque chose que vous savez faire? Oui. Très bien. Bon bah écoutez, on se rencontre. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas, demain, après-demain. Demain? Ok, Ouais, demain. demain, c'est bon, ouais. Parfait. Bah demain vous passez à la maison si vous voulez. Ok. Moi je peux me déplacer chez vous, hein, c'est comme vous voulez. Non, Sinon non, je j'habite veux le bien. quartier 1. Si vous avez affaire dans le coin, vous passez. Et puis le matin? Le matin, Le voilà, matin, parfait. ok. 11h. À demain. Je vous envoie l'adresse, hein, par le. Ok, tu m'envoies l'adresse. Bye. Comme vous l'avez compris, on a reconstitué le premier contact que j'ai eu avec Francis. Alors, qui est Francis? Francis, c'est le dernier fils du juge François Renaud, qui était une figure historique lyonnaise. C'est un juge qui a été assassiné en juillet 1975. Donc ça avait fait très grand bruit à l'époque et cette affaire a toujours fait très grand bruit dans le milieu lyonnais. Et je vais vous faire découvrir Francis, donc son fils, qui depuis 50 ans se bat pour faire ressortir la vérité sur l'assassinat de son père. Je vais vous faire découvrir l'homme qu'il est, ce qu'il fait au Vietnam aujourd'hui, ce qu'il a fait avant. On va vous parler aussi du travail que nous avons fait ensemble, pourquoi on s'est rencontrés. Donc ça, vous avez compris que c'est suite à un coup de téléphone car il avait un besoin en vidéo professionnelle. Je vais vous expliquer le travail que nous avons fait et ce qui a été possible à faire grâce, bien sûr, au montage que j'ai réalisé, mais également grâce à l'aide de l'IA, parce que c'est vrai que l'IA permet de faire des choses merveilleuses, et vous allez comprendre dans la suite de ce reportage. Bref, j'espère que, comme d'habitude, ce reportage va vous intéresser. Alors, comme vous le savez, j'essaye de faire en sorte que la moto soit un fil rouge, que la passion, que notre Royal Enfield soit le fil rouge qui nous permet de vous montrer des choses très sympathiques ici au Vietnam. Je vous avais posé la question sur ma chaîne, est-ce que ça vous intéresse que je fasse le portrait de personnages, de personnes françaises qui vivent ici au Vietnam? Vous m'aviez répondu que oui, c'était intéressant. Donc voilà, Francis est le premier portrait. Et quel portrait? Quel portrait, vous allez voir. Je suis Francis Renaud, l'un des deux fils du juge Renaud assassiné à Lyon en 1975. L'affaire à l'époque avait suscité une grande émotion dans le pays. Un garde des Sceaux, M. Le Canuet, avait même, sur la dépouille mortelle de mon père, pris des engagements solennels. Les assassins n'auront pas de répit. Le crime a été finalement classé sans suite. Alors nous, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que tu m'as téléphoné, tu étais envoyé par Philippe Guérard, et tu m'as parlé d'un gros problème, on ne se connaissait pas avant, tu m'as parlé d'un gros problème.
Tu m'as expliqué que tu avais fait un événement, donc pour ton père, donc vas-y, et puis tu vas expliquer quel a été ce fameux problème. Voilà, donc fils du juge Renaud, assassiné à Lyon en 75, une affaire qui a été étouffée pour toutes sortes de raisons. Ça fait presque 50 ans que je me bats pour la vérité. Et j'organise un événement pour le cinquantenaire de l'assassinat avec l'aide de mon avocat historique et ami Yves Bismuth. Il se trouve que l'événement marche super bien. On fait ça dans un très bel endroit, avec un débat. Alors, je sais pas combien de personnes, Une centaine de personnes. On a fait ça le comble. Et on avait des gens de toutes sortes. Il y avait des amis, de la famille, mais également des anciens magistrats, des avocats, des gens du monde politique, des élus, et toutes sortes de gens. Un très bon public, salle comble, 100 personnes. Et c'était filmé. Et c'était filmé, j'ai fait appel à un événementiel, eux-mêmes ont fait appel à un caméraman, et ce type m'a raté la vidéo complète du débat. C'est-à-dire qu'il avait 2 caméras, une caméra principale et une petite caméra latérale, tu connais ça, c'est ton métier. Bah oui, là on en a 3, on a la caméra qui est sur moi, on a la caméra qui est devant nous, qui nous filme complètement, on a la caméra ici qui te filme, et... parce que vous allez me la demander, j'ai rajouté une caméra à 360 degrés pour que vous voyez que Namchan, elle est avec nous. C'est elle qui contrôle tout ça, elle fait la régie. Voilà. Non, mais c'est sûr que si je faisais un tel événement avec toi, je serais en confiance. Mais là, oui, parce que... le type m'explique que la caméra principale n'a pas fonctionné pour des raisons, mais extraterrestres, loufoques. Bah oui, parce que... Soi-disant, elle a été bousculée par quelqu'un, mais c'était son job. Voilà, il y a Namchan qui est avec le téléphone portable, elle a le retour des caméras, elle peut contrôler effectivement les vues. Donc On n'a fait aucun contrôle et c'est un... Oui, c'est... On doit faire des contrôles, c'est obligatoire. Il est vidéaste, comme moi je suis astronaute. Il ne connaît strictement rien. Bon. Ça arrive. Et donc on s'est trouvé dans cette situation où il y avait un rendez-vous historique qu'on a raté. Parce que pour moi, rendre compte de ce débat qui s'est super bien passé, c'était une nécessité historique. Ce débat, il faut savoir qu'il y avait 4 intervenants, donc mon ancien avocat Yves Bismuth, l'ancienne greffière de mon père qui apporte un témoignage quand même essentiel, elle a travaillé avec lui, le garçon Olivier Berlion qui a fait cette excellente bande dessinée et qui connaît parfaitement cette affaire, moi-même, tout cela animé par un journaliste du Progrès, Vincent Roquen, qui très gentiment a accepté de jouer ce rôle. Et ensuite, donc chacun a apporté son témoignage, et ensuite il y a eu un échange. Et donc c'était passionnant. Et tout le monde était... après on a projeté le film que j'ai coécrit avec mon ami Patrice Dutertre. Et donc événement vraiment remarquable. Et le type me rate la vidéo complète. C'est-à-dire que globalement, on va dire pour simplifier pour les gens qui nous regardent, on avait la bande son, parce que la régie a bien fonctionné, mais on avait l'image que d'une seule caméra, qui était la caméra entre guillemets portable. C'est-à-dire que le gars se baladait, il filmait un coup il te filmait, un coup il filmait les intervenants, un coup il filmait la foule, et on avait que du noir. Pour le reste, donc on avait la bande son, et on avait que du noir. Alors, toi, dans un premier temps, tu avais commencé un travail de remonter la bande son, parce que pour que ça soit plus court, pour que ça soit cohérent. Le film, à l'origine, je vous mets le lien, donc, et je vous invite vraiment à aller le voir, parce que c'est un film qui est intéressant. Le film, à l'origine, il dure quand même plus d'1 heure, parce que c'est un débat qui est très intéressant. Et on se retrouvait avec que du noir. Des prises de vue, effectivement, de toi, des prises de vue de Nicole aussi, de l'avocat, donc, Yves Bismuth. Mais, voilà, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait combler. Et on n'avait pas d'image. Et c'est là que, on commence à discuter. On était d'ailleurs dans cette pièce, on commence à discuter. Je lui dis, tu sais, Francis, là, c'est un travail de malade. C'est vite vu. Alors, Francis me dit, ouais, mais je vais te payer tout ça. Et moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, attends, tu sais pas le travail... Enfin, moi, j'avais compris le travail qu'il y avait à faire. C'est un travail qui nous a pris, on va dire, pratiquement 3 mois. Oui, 2 mois et demi, tranquille. 2 mois et demi, presque 3 mois d'un travail intensif. Il venait toutes les semaines chez moi, et on était sur la régie de montage. De 9h du matin à 9h du soir, très souvent. Et je suis parti sur le principe, en fin de compte, d'illustrer tes propos, les propos donc de ce film. Et on s'est servi des nouvelles technologies. Vous verrez, je vous invite vraiment à regarder le film parce que c'est intéressant. Et c'est là que les nouvelles technologies sont intéressantes
donc à utiliser. On a reconstitué des scènes qui n'existaient pas, du coup, pour pouvoir illustrer. On a pris des personnes que l'on a rajeunies, comme Nicole, par exemple, pour la faire paraître à l'époque, quand elle était, donc quand elle travaillait avec ton père. On a pris des images de ton père qu'on a rendues vivantes pour justement avoir une vidéo qui soit très attractive. Et ce qui fait qu'en finalité, on a réussi à faire une vidéo qui dure 1 heure, mais je peux vous jurer que vous êtes du début jusqu'à la fin pris par cette vidéo, pris par justement ta thèse. Et cette thèse que nous, je dirais un peu ancien Lyonnais, parce que je suis un ancien Lyonnais, on connaît, puisque ton père s'était fait assassiner, c'était passé sous le fait de faire un truc, d'avoir un assassinat crapuleux, mais en réalité, vous allez regarder ce film-là et vous allez découvrir, je ne dis pas la réalité, mais je vous laisse faire votre avis. Il faut vraiment regarder le film, moi, je crois. Je crois que tu as bien exposé la problématique et encore merci 1000 fois de ton intervention. Là, tu m'as vraiment sauvé la mise. Et alors, j'ai beaucoup apprécié le travail d'équipe qu'on a fait. Parce que toi, tu es un spécialiste des effets spéciaux, de l'IA, etc. C'est des techniques que tu connais. Et avant même l'IA, tu savais déjà faire. Donc, tu sais comment animer une image. Et moi, je suis un spécialiste de l'affaire. Donc, moi, j'ai fait... parce que, bien évidemment, il y a aussi énormément de documents d'archives, des documents de l'INA, des vidéos de l'INA, des articles de presse, des photos personnelles, plus les illustrations d'Olivier Berlion, que très gentiment, il nous a laissé utiliser librement, ainsi que d'Argo, des illustrations de mon petit-neveu qui nous a fait des planches, etc. Oui. Donc, si vous voulez, dans l'histoire, moi, j'étais le spécialiste. Moi, j'ai réuni tous les documents d'archives qui étaient utilisables. Et là, on était devant l'écran, et là, on avait un trou, tout à coup, il fallait meubler, et je te disais, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et tu me disais oui ou non, et oui, mais on va compléter par ça, ou on va mettre ça à la place. Et je dois dire que dans 98% des cas, tu avais raison. Je t'ai toujours suivi. On a rarement eu une discussion là-dessus, parce qu'il y avait un véritable travail d'équipe entre quelqu'un qui connaît son sujet et quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces techniques et qui, de surcroît, a parfaitement compris le sujet. Parce que tu aurais pu n'être qu'un technicien, le type qui dit, voilà, j'ai bossé 3 heures, vous me devez tant, etc., ce que j'exècre. Et là, tu t'es intéressé au sujet, tu avais une valeur ajoutée. Il y a aussi le fait que tu as vécu à Lyon, tu es un peu presque de ma génération. À l'époque, j'avais 15 ans quand mon père s'est fait assassiner. Voilà, et je pense qu'en plus, tu es sensibilisé à cette histoire d'injustice, etc., au-delà du fait que c'est mon père, et c'est ce qui fait qu'on a fait un extraordinaire travail d'équipe. Pour nous, gamins, enfin à l'époque, à Lyon, 15 ans, donc je me rappelle très bien, nous, tous les Lyonnais savaient que c'était pas un crime crapuleux, qu'il y avait quelque chose qui était dessous. Et c'est vrai que la plupart des Lyonnais disaient, bon, de toute façon, la vérité va ressortir. Et la vérité n'est pas vraiment ressortie. Et il faut regarder le film, il faut lire la bande dessinée pour comprendre un peu ce qui s'est passé, mais surtout regarder le film pour comprendre ce qui s'est passé. Et je veux pas spoiler parce que je veux vraiment que les gens aillent regarder le film. Et vous allez découvrir un peu les dessous, je dirais, de la politique et de l'histoire. Alors, pour compléter ce que tu viens de dire, mais sans dévoiler le sujet, à l'époque des faits, 1 an après l'assassinat de mon père, 2 ans après, je ne sais plus, je rencontre un jour dans un déjeuner avec un journaliste, il me semble, et je me retrouve en face d'un policier. Un policier qui avait un peu de bouteille. Et ce monsieur me dit, ça m'est vraiment resté gravé dans la mémoire, me dit, vous savez, l'histoire de votre père, avant qu'elle sorte, avant que la vérité, avant qu'on puisse en parler sereinement, il va se passer beaucoup de temps. Parce que c'est une affaire qui met en cause trop de choses, qui est trop sensible. Et il avait raison. Pour qu'on commence à en parler sereinement, il a fallu attendre 50 ans. Aujourd'hui, cet événement a marqué un tournant, car tout à coup, la thèse sensible, la thèse politique, disons-le, sans dévoiler tout le sujet, la thèse politique, elle commence à apparaître comme effectivement la plus probable, alors qu'avant, elle était présentée comme une vague hypothèse.
Et je pense que le montage vidéo que nous avons réalisé ensemble permet d'enfoncer le clou une bonne fois pour toutes. Et elle est convaincante. J'ai eu des retours, y compris de gens de très bon niveau, de hauts magistrats, qui m'ont dit chapeau. Et c'est des gens qui n'étaient pas faciles à convaincre. Moi, j'aurais voulu que tu me parles un peu de cette époque-là, des années 70. Les années 70, à cette époque, tu étais à Lyon, donc tu les ressentais comment par rapport justement à maintenant? Ah ben, les années 70, c'est une époque de grande liberté, quoi, d'imagination libérée, d'audace, de prise de risque. Alors en plus, il se trouve que j'avais 20 ans, donc à cet âge-là, on est encore plus porté à tout essayer, à partir à l'aventure, on pense pas trop à sa retraite. Et je dois dire que mon père était lui-même une personnalité assez atypique, parce que tout en étant un magistrat très formel quelque part dans l'exercice de sa mission, et même très dur avec les voyous, et bon, c'était pas une bonne nouvelle de passer dans son cabinet. Il avait un caractère, à l'époque on l'appelait le shérif d'ailleurs. Voilà. Il avait des méthodes frontales, et c'était un magistrat ferme, mais en même temps c'était un homme très progressiste. Donc il avait déjà intégré la révolution culturelle des années 70. Il allait au concert de Pink Floyd. Il écoutait la musique des Doors avec moi. Il partait en Afrique pratiquement en autostop. Pour les jeunes, ça va pas parler. Pink Floyd peut-être, les Doors, ça va pas parler, mais c'était waouh. Il partait en Afrique où il avait vécu longuement, pratiquement en autostop, avec une amie ou des amis. Donc c'était un homme qui avait vraiment une gigantesque ouverture d'esprit. Et c'est vrai que j'avais une certaine complicité avec mon père, parce que cette personnalité un peu multifacette. Et je dois dire que j'ai vraiment aimé cette époque des années 70. Ouais. Et justement, comment a été ton père, je dirais, avant cet triste événement, c'est-à-dire comment il se comportait, comment il était avec vous, avec toi et ton frère, car ton frère était parmi nous à cette époque-là, était encore vivant. C'est vrai que de par la manière dont il exerçait son métier, il faut savoir, il était premier juge d'instruction à Lyon. C'était quelqu'un qui était très dur avec vous, qui était méchant, qui était dictateur, ou c'était quelqu'un qui était curieux. Alors, non, mais justement, c'est la bonne question. C'est un mélange de rigueur et de fantaisie, ce personnage. Donc, il s'intéresse essentiellement aux questions de fond. La forme, ça ne l'intéresse pas. Il veut pas en entendre parler. Il s'intéresse pas à la morale établie, mais à l'éthique proprement dite. Donc, fais quelque chose de ta vie et des valeurs de fond. Sois quelqu'un de fondamentalement honnête, mais en revanche, fais ce que tu veux de ta vie. C'est ton affaire. En résumé, tu peux te peindre les cheveux en vert, te mettre un os dans le nez si ça t'amuse. C'est ton histoire. Mais par contre, tiens la porte à une vieille dame dans l'ascenseur. Sois poli avec les gens et ne sois pas un menteur. Voilà. Et sois honnête, quoi, fondamentalement. J'ai vécu dans la haine du mensonge. Ouais. Si je racontais un bobard, d'abord on la lui faisait pas, et deuxièmement je risquais de me prendre une mandale. C'est une autre époque. Ouais. Disons qu'il avait, comme on disait, il avait le mandat de dépôt facile et la paire de mandales fastoche. Pour prendre une petite image que j'ai trouvée. Je sais qu'il vous emmenait en vacances, il essayait d'être beaucoup avec vous, je le sais, parce que j'ai lu la bande dessinée, et son père était quelqu'un il était quand même proche de vous, il vous emmenait... Alors c'était un père célibataire, parce que mes parents étaient divorcés, donc à ce moment-là, nous, on était tous les deux à sa charge, donc à un moment donné, alors Roland, il était un peu à droite à gauche, c'était un électron libre, mais à un moment donné, on était quand même tous les trois dans l'appartement, on vivait tous les trois, quoi. C'était un père avec 2 fils célibataires. Alors lui, il avait sa vie privée, et c'est vrai, alors c'est un homme qui, assez don Juan, un bel homme, qui aimait la vie, qui aimait les femmes, qui aimait sortir, etc. Donc bon, il avait une vie privée assez agitée d'une manière générale, on n'en savait pas grand-chose, sauf que son ami avec qui il était le dernier soir, c'était vraiment une personne super bien, avec qui j'étais très ami, et de qui je suis resté très proche d'ailleurs. Et voilà, donc il avait sa vie, on avait la nôtre, et puis on se retrouvait régulièrement. Mais il y avait des principes dans cette éducation. Il y avait des principes de fond. Ouais. Je sais que il avait une très très grosse pression, je dirais, politique
soyons clairs, parce qu'il était sur une affaire qui était très sensible. Il savait qu'il était en danger. Et j'aimerais que tu me racontes ce moment-là où il vient te voir, il a été voir ton frère. J'aimerais que tu me racontes ça, parce que ça, je pense que c'est important. C'était la veille de son la veille ou le jour même la veille de son assassinat. Alors moi, si tu veux, ce sont des choses que j'ai découvertes. Enfin, son univers professionnel, c'est une chose que j'ai découverte par la suite, parce qu'il ne m'en parlait pas. Il voulait pas me faire peur, il pensait que j'étais trop jeune pour m'intéresser à tout ça, etc. Pourtant, la veille de son assassinat, et c'est la dernière fois que je l'ai vu, on a déjeuné ensemble, et je revois très bien la scène, il y avait ce très beau ciel bleu là, au-dessus de la Saône, parce qu'on a un appartement qui dominait la Saône avec la colline de Fourvière en face, il y avait un très beau ciel bleu, c'est un ciel d'été, et je le revois là me disant, voilà fiston, mais très naturellement, avec beaucoup de simplicité, me disant, voilà fiston, il faut que tu saches, je suis à un tournant de ma vie, et il est possible que je me fasse descendre. Wow. Si je me fais descendre, tu feras ça, ça et ça. Et après, il passait à autre chose, comme s'il avait rien dit. Donc, avec cette aptitude qu'il avait de parler des choses les plus graves avec une certaine légèreté. Et surtout, en se dominant lui-même, parce que je pense que, forcément, il a eu peur, et c'était un homme comme tous les hommes, mais le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de dominer sa peur. Et donc, il m'a dit, en fait, il m'a fait son testament. Tu as fait effectivement son testament. Il a été voir ton frère aussi. Et ce que j'ai appris. Il a pris. Oui, ce que j'ai appris plus tard, c'est que quelques heures plus tard, dans l'après-midi, il est allé voir mon frère qui avait des démêlés avec la justice. Il était en prison à ce moment-là. Trafic de hache. Aujourd'hui, trois fois rien. Aujourd'hui, ça rien du tout, bien sûr. Mais à l'époque, il était en prison et il était en fin de séjour. Il avait passé 1 mois et il a demandé à la juge d'instruction, auprès de laquelle d'ailleurs il n'avait jamais voulu intervenir, par respect de l'égalité républicaine, pas de favoritisme, pas de passe-droit, et il a demandé à le voir, et là il l'a pris dans ses bras, et il l'a regardé sous toutes les coutures, me racontait mon frère, le regardait sous toutes les coutures, et il l'a pris dans ses bras, et il a pleuré. Il a pleuré parce que il se disait que c'était peut-être la dernière fois qu'il le voyait, parce qu'il avait compris. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que après cette forme d'épanchement, il a complètement dominé sa peur et il est redevenu totalement normal. Quand je parle avec Geneviève, sa compagne, qui était avec lui la nuit du drame et qui a échappé à ce drame, quand je parle de la dernière soirée qu'il a passée avec elle, il était détendu, il était drôle, il était un homme très agréable en société, il plaisantait, il était bien. C'est-à-dire qu'il a eu peur, mais il a dominé sa peur. Et il s'est dit, si je dois y passer, j'y passerai. Mais de toute façon, je ne me laisserai pas intimider. Voilà, c'était un homme de devoir. Et courageux. Aujourd'hui, 50 ans après, comment tu vis cette affaire qui n'est pas... Elle est résolue officiellement, on va dire juridique, mais réellement, elle n'est pas résolue. Comment tu vis cette histoire? Enfin, l'affaire n'est pas résolue sur le plan juridique. Personne n'a été arrêté, personne n'a été condamné. Officiellement, on n'a jamais retrouvé ni les meurtriers, ni les commanditaires, ni les complices, ni quoi que ce soit. Même si la police a identifié ces gens très rapidement. Mais la théorie officielle, c'est qu'on n'avait pas de preuves formelles contre eux. Vous verrez dans le film ce qui s'est passé ensuite. Bon, en gros, c'est une affaire sensible qui est ensuite maquillée en crime crapuleux. Le milieu lyonnais a voulu se venger d'un magistrat qui était trop dur, qui avait soi-disant dépassé la ligne jaune, ce qui n'a aucun sens. Quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage, et c'est très simple. Et après, c'était tellement simple de jouer sur sa personnalité atypique pour expliquer qu'en gros, bah, il avait fauté, quoi. C'était vraiment ce qui s'est passé. En fait, ce qui m'a écœuré le plus, peut-être, c'est ce mensonge organisé, tous ces gens qui lui ont craché dessus. Enfin, écoute, réalise ça, tu as ton père qui te dit la veille, voilà fiston, je veux peut-être me faire descendre, tu feras ça, ça et ça. C'est quelqu'un qui est stoïque, c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et tu vois ensuite ce même homme traîner dans la boue pour justifier l'injustifiable. Et c'est ça qui m'a le plus écœuré. Il y a l'injustice de l'institution judiciaire qui n'a pas rempli sa mission, mais il y a l'injustice des hommes, les journalistes, les commentateurs, les magistrats, les policiers qui lui ont craché dessus par la suite.
C'est ça c'était vraiment tout le sens de mon modeste combat, c'était de rétablir son honneur et aussi la vérité sur l'affaire, parce que les deux choses sont liées. La vérité sur l'homme et la vérité sur l'affaire. Parce que selon la thèse que tu retiens, tu ne vois pas du tout le même homme. Si c'est la thèse crapuleuse, tu peux dire effectivement, c'est peut-être un magistrat qui a fauté. Maintenant, si tu reprends la thèse politique, tu vois peut-être un magistrat effectivement atypique, avec ses cigares, ses pieds sur la table, etc., mais qui avait une conscience professionnelle et de la rigueur, et puis surtout une intégrité absolue, servie par un grand courage, quoi. Donc, tu vois plus du tout le même homme. Et c'est ça que j'ai voulu rétablir. Voilà. Et alors aujourd'hui, effectivement, l'affaire n'est toujours pas résolue, c'est ce qu'on appelle un cold case, mais rien n'empêche de penser qu'un jour viendra où la vérité sera officiellement reconnue. C'est tout le sens de mon combat aujourd'hui qui prend une tournure nouvelle tout à coup parce que il y a des éléments nouveaux que vous découvrirez dans le reportage, dans le film, quand on découvre dans le film. Et j'ai malgré tout bon espoir. Si vous voulez, la justice étant faite par les hommes, elle est forcément une science inexacte. La justice n'est pas une science exacte. Justement, est-ce que tu as encore foi en la justice aujourd'hui? Parce que ça fait quand même 50 ans. Alors, il faut savoir que l'affaire de mon père est liée à un contexte très particulier. Oui, c'est vrai. Dans ce contexte, il y a d'abord un lien entre le monde politique et la pègre qui est très fort, qui n'existe plus aujourd'hui. Ce lien existe, mais il n'est plus de même nature. À l'époque, il y a un État dans l'État. Et il faut savoir que ce lien a été officiellement déclaré, je dirais établi, car il y avait eu une interview avec Michel Drucker d'un ancien truand du gang des Lyonnais, et qui avait dit clairement, voilà, on faisait des cambriolages, et on redistribuait cette somme entre nous, mais il y avait une grosse partie de la somme qui allait à un parti politique, sans préciser lequel. Et ça, on le dit dans le film, on a mis cette interview d'ailleurs dans le film. Voilà. Chaque braquage était préparé minutieusement, et il y en a un qu'on a appelé le casse du siècle, qui était concerné. La Poste de Strasbourg, 15 millions de francs, soit 14 millions d'euros de l'époque. C'est colossal. Bah oui. Et cet argent, vous n'êtes pas allé le déposer à la banque, je suppose? Bah non. Alors vous avez fait quoi cet argent à l'époque? Bah on a partagé déjà. Oui. En combien? En 8. Enfin, une partie est partie, on va dire, dans une sorte de parti politique, une sorte de parti politique, une sorte de parti politique. Oui. Ah oui, déjà à l'époque. Et l'autre partie, on l'a conservé à 8, on l'a divisé par 8. Donc ça a été établi. Et c'était des financements par des hold-up. Ouais. Donc, il y a ce lien structurel qui était très fort. Deuxièmement, la police, à l'époque, il n'y a pas ce souci de transparence qui existe aujourd'hui, où il y a quand même des moyens de contrôle interne. Dans la police, par exemple, il y a la police des polices, qui n'existait pas à l'époque. Vous verrez dans le film, il y a un incident à un moment donné qui aujourd'hui donnerait lieu à une intervention de la police des polices, ce qui n'est pas le cas à l'époque. Les policiers font ce qu'ils veulent. Troisièmement, le juge d'instruction à l'époque est beaucoup plus exposé qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une réforme de l'instruction. Un juge sur les grosses affaires, il y a plusieurs juges. Et il n'a plus les mêmes fonctions. C'est pas lui qui met en prison. Il a un pouvoir d'investigation, mais il n'a pas un pouvoir d'incarcération. Ça, c'est donné à un juge des libertés. Donc, le magistrat à l'époque était beaucoup plus exposé. Et enfin, l'information à l'époque était phagocytée par les grands médias, officiels ou non. Il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui, la démocratie d'opinion, les réseaux sociaux, avec les avantages et les inconvénients qu'ils ont, mais quand même, qui permettent de contredire ou de contester ou d'investiguer sur des thèses officielles. Donc pour toutes ces raisons, voilà, un lien très fort avec la paix, le monde politique proche de la paix, les policiers qui disaient ce qu'ils voulaient à l'époque, un magistrat très exposé et une opinion publique complètement phagocytée. L'affaire de mon père a pu être enterrée. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver. Non. Voilà. Donc, une telle injustice, je pense, ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui. Alors, il n'empêche qu'il y a encore de nombreuses affaires
pas claires, il y a encore des affaires troubles, il y a des morts encore suspectes, où on peut imaginer qu'il y a une affaire d'État derrière. Mais pour autant, personnellement, je ne rejette pas en bloc nos institutions. Je me dis pas que la justice n'existe pas. Donc, si, elle existe. Enfin, la preuve, j'ai eu un procès en diffamation à un moment donné, et je l'ai gagné. Je me suis exprimé très clairement auprès de juges, et ils m'ont compris, ils m'ont donné raison. Donc, non, je ne dis pas que la justice n'existe pas. L'institution judiciaire peut être polluée à un moment donné par disons, le bon fonctionnement de l'institution judiciaire peut être faussé à un moment donné par des comportements troubles, hein, des individus troubles, des défaillances humaines, mais je ne rejette pas en bloc, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu es au Vietnam? Parce que tu es au Vietnam. Nous sommes au Vietnam, hein, si vous ne le savez pas encore. Hein. Écoute, ça va faire bientôt 35 ans. Et ce qui s'appelle un bail de vie. Hein. Ah, putain, ça fait plus longtemps que moi. Hein, disons. Et pourquoi tu as choisi de venir t'installer au Vietnam? Donc à l'époque, il y a eu l'assassinat de ton père, tu étais en plein dans ce tourment, dans cette histoire-là, et puis tu as choisi de venir t'installer au Vietnam. Alors écoute, ça a été à la fois un hasard et pas un hasard. Est-ce que ça a été un choix d'abord? Oui, ça a été un choix. Il se trouve que je travaillais dans la banque à ce moment-là, à la BFCE, la Banque Française du Commerce Extérieur, et j'avais fait des études de droit et de chinois. À l'époque, c'était relativement original. Ah oui, surtout. Aujourd'hui, c'est plus courant. On peut même commencer le chinois au lycée. Bon, à l'époque, j'avais fait le Langzhou, la fac, etc. J'avais une maîtrise de chinois, je me débrouillais pas mal. Et j'ai eu la chance de rentrer à la BFCE de par ce profil un peu original. Et normalement, j'étais programmé pour partir en Chine. Et au moment où je devais partir en Chine, en 89, il y a eu les événements de Tiananmen. Oui. Par mesure de rétorsion, les banques françaises, comme les grosses entreprises françaises, ont boycotté la Chine. Donc, en tant que cynisant, j'étais un peu au chômage technique. Et il se trouve que la banque était assez en pointe sur le Vietnam. Des éléments pionniers chez nous avaient compris que le Vietnam, allait devenir une petite Chine. Le pays était en train de se libéraliser. Et du coup, on m'a spécialisé sur le Vietnam. Et un beau jour, il y avait un poste à pourvoir, un bureau de représentation au Vietnam. Un collègue avait ouvert ce bureau. Il n'est pas resté très longtemps. Et la banque m'a proposé de partir. En un quart de seconde, j'ai dit oui. Et j'ai dit oui parce que cette partie du monde m'attirait. Et je dois dire que ça, c'est la partie peut-être un peu inconsciente de la chose, c'est que mon père lui-même était né au Vietnam. Il était né à la frontière de Chine, dans la province de Hà d'un père qui était d'un père et d'une mère bien sûr, mais d'un père qui était médecin militaire. Et donc le père qui était médecin militaire basé à Hanoï faisait souvent des missions dans cette partie-là. Et mon père était né, d'ailleurs, il est sûrement un des rares Français à être né dans un coin aussi perdu, quoi. Et voilà. Et donc, il a passé sa petite enfance, après il est parti à Madagascar, etc. Mais fait, bon, et voilà, mon père était né là-bas. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être qu'inconsciemment, je suis retourné aux sources. C'est possible. Il y a un certain parallèle, quoi. Et donc, j'ai pas hésité une seconde quand mon patron m'a appelé en janvier 1991, après les vacances de Noël, m'a dit « Renaud, le poste au Vietnam se libère, est-ce que vous êtes partant ?» En un quart de seconde, j'ai dit oui. Je peux même vous dire que... Et par contre, je vais même te dire une anecdote assez amusante, c'est qu'à l'époque, mon patron me dit « Voilà, Vietnam, ok ». Départ 6 mois plus tard. Il faut le temps de s'organiser, la passation pour moi comme pour mon collègue là-bas au Vietnam, donc 6 mois. Départ 1er juin, je me souviens. Départ 1er juin. Et 15 jours avant le départ, je suis au restaurant d'entreprise. Le restaurant d'entreprise, hein, c'est un peu la loterie, quoi. Tu prends ton œuf mayonnaise et ton entrecôte ou tes spaghettis bolognaises et tu t'installes et tu peux être en face d'un copain ou en face d'un patron. Et là, je me retrouve en face du DRH qui connaît mon dossier
c'est pas lui qui a pris la décision de m'envoyer, mais par définition, il connaît mon dossier. Il me dit, regarde dans les yeux, il me dit, mais Renaud, vous partez toujours au Vietnam dans 15 jours, la banque vous envoie là-bas? J'ai dit, oui, je pars toujours, oui. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, je crois que la banque fait une erreur. Vous ne reviendrez jamais. Et je suis jamais revenu. Il avait raison. Et il avait raison. Il avait parfaitement. C'était un très bon DRH. Et je me suis dit, et je fais ce petit aparté un peu presque humoristique sur un sujet dramatique. Je me suis dit, si les juges d'instruction qui ont traité l'affaire de mon père avaient pu être aussi brillants que ce type, l'affaire aurait été réglée rapidement. D'ailleurs, on va parler de quelque chose aussi qui nous touche, parce que, comme pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on aime bien aller à Mouinet. Et à Mouinet, on va dans un hôtel qui s'appelle le Marina, un hôtel qui a une décoration qui est vraiment très belle, que j'adore, avec des grands tableaux. Et je le savais pas, parce que quand on a été dans cet hôtel, c'est Michel, notre ami Michel, qui nous a fait découvrir. Mais on savait pas, en fin de compte, que le destin, finalement, allait nous réunir, puisque cet hôtel est appartient à la femme de ton frère, puisque son frère également est venu au Vietnam. Et les tableaux, c'est ton frère qui les a peints. Parle-moi un peu de ton frère, justement, qui a disparu aujourd'hui, mais qui était un grand artiste, quand même, parce que ses tableaux sont sublimes. Alors, tu as raison de rappeler ça. C'est peut-être aussi ce qui nous a un petit peu rapprochés ou sentis très à l'aise l'un avec l'autre dès le départ. C'est que il y avait déjà ce lien indirect. Vous connaissiez l'hôtel à Mouinet, vous aviez vu les tableaux de mon frangin. Et tu avais peut-être un a priori plutôt favorable vis-à-vis d'un garçon qui était le frère de ce peintre talentueux. Alors, mon frère, je dois te dire, j'adorais mon frère, on était vraiment très très liés tous les deux, aussi liés que des frères jumeaux, même si on ne l'était pas, et on avait même une différence d'âge, et pourtant on était le jour et la nuit. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment l'enfant terrible de la famille, il a fait les 400 coups, il était incontrôlable, et moi, j'étais plutôt un garçon plus raisonné, plus stable, et donc c'était mon mauvais génie. Dès qu'il y avait un mauvais coup à faire, des erreurs de jeunesse, c'était toujours avec lui. Mais on s'adorait et on s'estimait. Et on pouvait compter l'un sur l'autre. S'il avait un problème, j'étais là. Si j'avais un problème, il était là. Pour résumer la question, si tu veux, Roland, il a tout fait, il se faisait virer de toutes les écoles et tout, mais c'était un caractériel. En plus, et lui qui était contre l'autorité, alors il a vécu à fond les années 70, il était anard, etc. Et donc lui... Il avait même manifesté, quand il y avait eu mai 68, il avait participé, je crois. Dès qu'il y avait un truc... Les anarchies. Ils se fritaient avec les communistes, et puis alors ils attaquaient les commissariats de police, mais pas comme aujourd'hui, à la Kalachnikov, à la loyale, quoi. Ils arrivaient en... Ils faisaient des cris, etc. Puis, généralement, ils se faisaient arrêter immédiatement, ils se faisaient passer à tabac. Et ils s'en plaignaient pas, d'ailleurs, parce qu'ils assumaient leurs risques. C'était ça, les types de l'époque. Ils assumaient leurs risques, ils n'avaient pas pleurniché après. Et donc, Roland, tout ça. Donc, c'est vraiment l'enfant terrible de la famille, et surtout, ayant un père qui incarnait l'autorité magistrat, forcément, il était en conflit avec son père, forcément. Même s'il adorait son père comme moi. Ok. Et alors, donc, pour résumer, lui, sur un document, si tu veux, moi, sur un document, quand il y avait écrit en dessous PJ, ça voulait dire pièce jointe. Lui, ça voulait dire police judiciaire. Non, je te jure, c'est ça. On en rigolait, d'ailleurs, parce que... Et donc, Roland, voilà. Et donc, je vais t'engueuler, mec. Et donc, Roland a fait les 400 coups. Moi, je suis parti au Vietnam le premier. J'ai fait mes 3 ans. Après, il t'a rejoint. Voilà, j'ai fait 3 ans. Et puis un beau jour, je change de job. Normalement, j'étais programmé pour retourner à Paris, ensuite repartir sur une place financière et autres. Et moi, j'étais très heureux au Vietnam. J'ai eu la chance de rencontrer parmi mes clients, une boîte suisse qui était le numéro 2 mondial du négoce de café. L'industrie du café commençait à se développer au Vietnam. Ils m'ont recruté. Je suis resté au Vietnam dans de très bonnes conditions. Pour moi, c'était un rêve magnifique. Et tu sais ce que c'est quand tu es heureux. Tu as envie que les gens que tu aimes soient heureux aussi, donc j'appelle. Tu le fais venir au Vietnam. Voilà, donc du coup, je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Alors, allez, viens passer 15 jours de vacances. Je lui fais venir.
Et là, il passe 15 jours, effectivement, il se retape, il était dans des galères en France, et finalement... Il est resté. Alors, il était parti pour 15 jours, il est resté 20 ans, quand même. Et il s'est marié, il a rencontré Wan, 2 ans plus tard, belle histoire d'amour, il a monté un atelier de peinture avec elle, donc au début... c'était la rencontre parfaite, si tu veux, entre un artiste, mais qui a aucune idée de la gestion, et une femme vietnamienne structurée, qui comprenait ce pays et qui a un peu structuré son affaire. Et donc, ils ont monté cette boîte. Alors, au début, ils faisaient des reproductions bêtes et méchantes, si je puis dire, hein, comme des Gauguin, etc., des Van Gogh et autres, comme on voit un peu partout. Et puis après, petit à petit, ils se sont mis à faire des reproductions de plus en plus originales, sophistiquées, notamment des orientalistes, des peintres orientalistes du 19e siècle, qui leur a valu d'exporter, de commencer à se faire connaître à l'export, en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. Et puis petit à petit, ils ont évolué vers pas seulement la reproduction, mais la création. La création, et c'est ainsi que ils ont fait des décors de restos, d'hôtels, et en fait, son business marchait plutôt bien. Ouais. C'est une belle réussite, une belle association avec sa femme Wan. Et c'est vrai que Roland a une belle association avec ses peintres vietnamiens. Et là encore, c'était une belle association avec des gens qui sont extrêmement talentueux, hein, qui sont vraiment très très bons. Il avait une équipe de 30aine de peintres à un moment donné. Mais lui, ayant fait, parce que dans toutes ces errances et toutes ces galères à droite à gauche, en visitant beaucoup de commissariats de police dans le monde entier, il avait quand même fait les beaux-arts, et il était très bon. C'était un artiste. Un artiste pur. Ah ouais, un artiste. Qui a jamais rien compris au pognon, mais qui savait faire quelque chose de beau. Et hélas, il est décédé ici au Vietnam. Par politesse, on dit aujourd'hui d'une longue maladie. Une longue maladie, on peut dire cancer du foie, qui était aussi lié à toutes sortes d'excès, parce qu'il a dérapé dans toutes sortes de produits illicites et pendant longtemps, et à bien des égards, il s'est comporté de façon assez suicidaire. La plupart de ses copains, d'ailleurs, de l'époque, étaient tous morts depuis longtemps, d'overdose, du sida, de tout ça. Des artistes célèbres qui sont aussi décédés suite à leurs excès. Je crois que c'est un peu le lot des gens de cette époque-là qui fumaient, qui buvaient, qui sniffaient, et voilà. Qui ont un peu grillé leur vie et qui pensaient pas trop au lendemain, qui ont vécu pleinement. Il n'y avait pas tous ces interdits qu'il y a aujourd'hui, ces mises en garde. C'est une époque de grande liberté, avec les avantages et les inconvénients de la chose, quoi. Et quelque part, mon frangin, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il était physiquement très fort. Et c'est là aussi, c'était un personnage assez paradoxal, parce que très artiste, un petit peu déjanté, avec une fibre hypersensible, mais en même temps très costaud physiquement. Il avait fait les parachutistes, il était assez bagarreur, et il avait du répondant, et il savait se sortir des situations. Il se mettait toujours dans des situations, mais absurdes, où personne n'irait se mettre, et il s'en sortait toujours à la dernière minute, parce que physiquement, il avait du répondant. Et quelque part, qu'il ait vécu jusqu'à 66 ans, avec tout ce qui s'est mis dans la tête, et tous les risques qu'il a pris, c'était assez remarquable. Mais il n'empêche que pour moi, c'était vraiment affreusement triste, de perdre mon frère. C'était vraiment... et il me manque encore terriblement aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Ton frère était un artiste, on peut le dire aujourd'hui. Toi, à l'époque, t'étais pas trop... t'étais un artiste en sommeil, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais que tu me parles justement de ton côté artistique. Je voudrais que tu me parles de ta passion. Vas-y, c'est à toi, là. Bon, c'est un artiste contrarié. Un artiste contrarié, un artiste en sommeil qui s'est réveillé. La chanson « J'aurais voulu être un artiste ». Ça te convient? Mais je l'ai été, finalement. Sauf que je me suis donné les moyens de l'être, quoi. J'ai pas été un artiste qui galère, qui vivote, etc. Bon, j'ai plutôt bien réussi ma vie professionnelle. Ça colle pile poil à la chanson. J'ai réussi dans les affaires, j'ai réussi dans le business, mais en fin de compte, j'aurais voulu être un artiste. Je peux me permettre de réaliser certains projets. Je n'exclus pas un jour d'arriver à gagner quelque chose avec ça, on verra.
J'y pense, mais pour l'instant, voilà, c'est moi qui me finance tout ça. Alors, je vais te dire comment ça a démarré. Moi, il se trouve que j'ai la passion de la langue française. J'ai la passion de la langue française et en particulier de ce qu'on appelle la langue verte, cette espèce d'argot populaire, de langue populaire qui se parlait beaucoup dans les années 60, celle qu'on retrouve dans les romans de Albert Simonat, de San Antonio, voilà. Et puis dans les films de Michel Audiard. Michel Audiard avec des dialogues hallucinants. Je sais pas si je vais pouvoir remettre un extrait. J'essaierai de mettre un petit extrait vite, sur la vidéo. Tonton Flingueur. Tonton Flingueur. Cave sur Rebif, il y a des tirades mais vraiment extraordinaires. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et moi, j'ai vraiment une passion pour ce langage, y compris d'ailleurs pour Raymond Queneau, qui a fait un petit bouquin, Exercice de style, la même histoire déclinée 99 fois. Ça m'a toujours fasciné. Et curieusement, d'ailleurs, il y a peut-être une relation, je sais pas, mon père manipulait cette langue à merveille. Et en tant que magistrat, comme c'était un magistrat complètement atypique, qui n'était pas du sérail, il avait vécu, il avait fait l'Afrique, la résistance, il avait baroudé, etc. Il connaissait la vie. Et donc, il parlait ce langage, quelquefois. Et c'est resté dans les annales. On cite des cas où il parlait pas du tout comme un juriste, mais il parlait un peu le langage des voyous de l'époque. Ah oui. Puis, en plus, les Lyonnais, je vais être clair avec vous, le langage lyonnais existe. Nous avons des expressions à Lyon qui sont très spéciales. Les gones de Lyon, beaucoup de gens connaissent les gones de Lyon, un gone, les équevilles. Tout ça, c'est des mots, effectivement, qu'on n'emploie pas dans la langue française, qu'on va retrouver à Lyon. Et donc, moi, j'ai toujours adoré cette langue, et donc j'ai toujours beaucoup lu dans ce domaine. Et j'ai écouté toutes les expressions que j'entendais. Et comme j'ai peut-être un comportement de fourmi, je prenais des notes, moi. Bref, et puis un beau jour, je vais te dire exactement comment ça a démarré. J'étais ici, alors, moi, ce que j'aime bien cette langue verte, mais j'aime la poésie également. Et finalement, je mets les deux ensemble. C'est une poésie en langue verte. Ce qui permet d'être trivial, parce que la langue verte est assez triviale, mais d'adoucir cette trivialité par la beauté des rimes. Et ça donne quelque chose assez original, je crois, et que j'aime. Et tu nous feras un extrait dans un petit instant. Mais voilà, vous allez mieux comprendre. Et alors, comment ça a démarré ? Je dirais... Ouais, qu'est-ce qui t'as choisi de quels auteurs exactement? Je sais qu'il y a La Fontaine. Oui, alors attention. Il faut quand même que je commence par le début. Ouais. Il y a très longtemps, j'avais 2-3 ans de Vietnam à l'époque, on était une bonne bande de copains. J'ai un copain dans la bande, ancien militaire, qui quitte le Vietnam. On fait son pot de départ. Et là, pour marquer l'événement, je fais un petit discours, en utilisant cette langue verte, en caricaturant le personnage, mais en le faisant en rime. Et tout le monde s'est marré, tout le monde a trouvé ça très drôle. Quelque temps plus tard, l'inauguration d'un restaurant qui s'appelait chez Augustin, et je fais la même chose, tout le monde se marre. Et finalement, de fil en aiguille, je me retrouve à faire, à chaque fois qu'il y a un événement, le mariage, le truc, un pot de départ ou quoi que ce soit, c'est moi qui fais. Et tout le monde m'attend d'ailleurs. J'ai même des amis au bout d'un moment qui me disent, Francis, mon mariage est dans 3 mois, c'est toi qui me fais le discours. Tu vois? Et donc, je m'amuse à faire ça. Et puis, les gens trouvaient ça, il y a des gens qui trouvaient ça très drôle, mais c'était private joke. C'était des blagues ciblées qui rattachaient à la personne. Puis petit à petit, je me suis mis à faire des textes de portée plus générale, accessible à tout le monde, dans lesquels t'as pas besoin d'un code de référence. Et je me suis mis à faire ça. Et je faisais des soirées à la maison. Quelquefois, je disais, tiens, je racontais une histoire. Quelquefois des histoires, des passions amoureuses qui ont mal tourné, que je tournais en dérision, etc. Des espèces de caricatures de la vie. Et je faisais des petites histoires. Et les gens m'ont dit, mais tu devrais essayer de te faire connaître. Et de fil en aiguille, un beau jour, et je me suis dit, mais tiens, mais après tout, je pourrais prendre des textes de poésie classique et les convertir. Et je me suis aperçu que ça marchait très bien. Alors, pas pour n'importe quel texte. C'est la poésie très abstraite de Mallarmé, par exemple. C'est carrément, là, tu peux pas t'amuser parce qu'il n'y a pas d'histoire. Il faut qu'il y ait une histoire. Comme disait Michel Audiard, d'ailleurs, Mallarmé non, c'est pas Michel Audiard qui disait ça, c'était Jules Renard, c'est le même esprit, qui disait Mallarmé est intraduisible, même en français. C'est vrai que c'est très abstrait comme poésie.
Par contre, certains poèmes de Victor Hugo ou même de Verlaine et des textes de Molière, de Corneille, là, on peut s'amuser à les remettre en langue verte et ça peut être très très drôle. Voilà. Mais il y a un auteur par-dessus tout que j'ai trouvé absolument fascinant et que j'ai redécouvert parce qu'on l'a tous étudié à l'école, mais plus ou moins forcé et contraint. Et là, tout à coup, je l'ai vraiment redécouvert. C'est La Fontaine. Parce que La Fontaine, à chaque fois, il raconte une histoire. Il y a un scénario. Donc, on peut reprendre le même scénario. Et puis, La Fontaine, c'est pas du vent. À chaque fois, il y a une règle, une morale, qui n'est pas de la morale, d'ailleurs. C'est un conseil de sagesse pratique. La Fontaine ne te dit pas « fais ceci, fais cela, pense ceci, pense cela ». Un peu le problème qu'on a aujourd'hui, on nous explique en permanence ce qu'on doit penser. Il se dit « regarde à quoi tu vas ressembler si tu fais ça. À toi de voir. Ouais. Tu veux être un idiot ou tu veux pas être un idiot. C'est à toi de voir. » Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Et ces enseignements sont intemporels. Ce qu'il a dit il y a 300 ans reste d'actualité aujourd'hui. Tu peux tout rattacher à l'actualité, etc. Et voilà. Donc je suis. Alors j'ai déjà fait une 50aine de textes de poésie classique, hein, de François Villon à Paul Valéry, en passant par Corneille, Racine, La Fontaine, etc. Un auteur, un texte, ça c'est une chose que je publie. J'ai déjà fait un petit spectacle là-dessus, mais je vais les publier un jour. Mais avant, il faut que je fasse La Fontaine. Et donc, avant, je vais faire La Fontaine. Donc, j'ai un petit recueil également en préparation, une 40aine de fables que je vais faire comme ça, et un spectacle. Voilà. Spectacle qui va avoir lieu. Alors, début avril, j'ai déjà loué la salle, que je connais, j'ai déjà fait des petits shows là-bas, les 3 et 5 avril. 3 avril, 19h30. Et là, ça va être la première fois que tu te produis en spectacle, donc au mois d'avril? Non, depuis une dizaine d'années, j'ai fait une dizaine de spectacles. Oui. Ce que je faisais au début, c'est que je livrais mes propres textes, racontais mes histoires avec des digressions. Alors j'ai fait également un spectacle en anglais, alors non pas pour manipuler l'anglais brillamment, parce que là c'est un peu plus compliqué, mais c'était pour faire une caricature de mes compatriotes, c'était French Bashing by a Frenchman en anglais, ça a bien marché, d'ailleurs je suis allé le faire en Angleterre, même au festival de Édimbourg, etc. Enfin bref, mais là je suis revenu à la langue française qui est quand même mon véritable dada, et donc non, j'en ai déjà fait plusieurs, mais j'ai déjà fait des poésies classiques revisitées en langue verte il y a 1 an et demi environ. Et là, au même endroit, un endroit qui s'appelle le Lang Spot, qui est très très bien. C'est une petite maison transformée en théâtre par un jeune couple là super sympa, des passionnés de théâtre. Et au même endroit, cette fois, je vais faire uniquement les fables de La Fontaine. Et pourquoi La Fontaine? Pour les raisons que j'ai indiquées, parce que c'est d'actualité, c'est intemporel, etc. Et je pense que c'est un vecteur plus facile que la poésie classique. Parce que La Fontaine, ça parle à tout le monde. Voilà. On a appris ça effectivement à l'école. Voilà. Et là, tu peux faire des digressions. Il y a un scénario que j'ai déjà travaillé avec l'aide d'un ami qui est théâtreux, qui a été réalisateur, coach d'acteurs, etc., qui s'appelle Yannick Bauer. Yannick, et donc c'est avec lui que je fais ça. On a passé 3 jours ensemble la semaine dernière, et je travaille là-dessus. Et tu vas peut-être m'aider pour les visuels, et j'en serais très heureux, parce que je voudrais des éléments visuels. Ouais, parce qu'il voudrait qu'on filme... Je te lâche plus. Voilà, il me lâche plus du coup. Maintenant que je sais de quoi t'es capable, je te lâche plus, je te préviens. Ah, tu t'es engagé là-dedans, c'est jusqu'au bout. On va se retrouver à l'Olympia, mon cher. Pas en hiver en France. T'inquiète. Dis-moi, justement, tu peux peut-être... est-ce que tu te sens en forme pour nous donner un petit extrait? Oui. Alors, je vais vous faire... Allez. Alors, d'abord, je vais vous faire... La Fontaine. Alors, écoute, je vais te faire... Non, alors... Oui, alors, ça nous touche. Oui, alors, sinon, écoute, je vais te faire un texte très connu de Verlaine. Je vais te faire le début. Paul Verlaine, la chanson d'automne. Je te fais une strophe et après la deuxième. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Moi, l'automne, son crin-crin bien longuet et typique, il me colle pas dans le buffet à la patate olympique. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure.
en soufflant comme un phoque, quand là-dessus je me questionne, tout mon passé où je pense, là que je chiale comme personne, etc., etc. Tu vois, c'est fabuleux, ce truc. Alors, La Fontaine, alors je vais te faire, bon, sa fable la plus connue, il y en a plusieurs, t'hésites, il y a le corbeau et le renard, hein, si tu prends statistiquement le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, et puis le lièvre et la tortue. Alors, le lièvre et la tortue, si tu veux, je te fais juste le début. Le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. À quoi bon cavaler si tu décolles en retard? Là-dessus, le lièvre et la tortue donnent une réponse nette. Ok. Je te parie, dis celle-ci, gros bâtard, que je te dégage, etc. Bon, et là, je vais faire quand même une strophe un peu plus complète du corbeau et du renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à notre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Maître Corbac, sur un arbuste perché, tenait au bec un bon coulant. Maître Goupil, qui avait pas le débouché, flaira tout de suite le truc, disant « Salut à toi, beau volatile, Dixit, un connaisseur, ton look a rien de futile. Si quand il va de ta petite chanson, ça vibre autant dans les caleçons, à 1000 bornes à la ronde, c'est encore toi le moins craignos. » C'est un bon délire, non? C'est un bon délire, je confirme. Voilà, tout est comme ça. Alors, si tu veux, mon challenge, c'est d'arriver à vous faire redécouvrir ces fables de La Fontaine, celles que vous connaissez, et même vous en faire découvrir d'autres. Et découvrir d'autres que vous ne connaissez pas forcément et qui sont d'une grande pertinence. Mais pour ça, il faut une mise en scène. Je ne peux pas enfiler les textes comme ça simplement. Il faut des intermèdes, il faut des visuels, j'ai une idée de scénario qui va être très drôle, très original. Ça, mon cher Philippe, tu vas pas y échapper. Bon, si je comprends bien, on va se retrouver tous au mois d'avril. Enfin, déjà, toi et moi, on va se retrouver au mois d'avril et même avant, donc pour la préparation, pour le travail de ce spectacle. Je pense qu'il y aura peut-être pas tout, on va pas mettre tout sur ta chaîne parce que tu as une chaîne. Ben, évidemment, je vous donne le lien pour regarder le film que nous avons fait ensemble sur cette affaire du juge Renaud, de son père. Mais également, donc, tu vas mettre peut-être ton spectacle ou peut-être une partie de ton spectacle sur cette chaîne. Donc, je ne peux que... C'est ça? Oui. Okay. Alors, donc, inviter les gens à aller sur ta chaîne, à s'abonner pour justement voir je pense ce spectacle. Voilà. Alors, je pense qu'à ce moment-là, la chaîne sera au point. Oui. Pour être honnête, je suis très en retard à ce niveau-là. Je me fais aider par quelqu'un. Donc, il y aura effectivement des extraits de ce spectacle sur ta chaîne YouTube. Donc, je vous invite bien sûr à vous abonner à sa chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir le film que nous avons réalisé ensemble et des extraits de son spectacle. Et puis, on va parler de bouquins, puisque là, je les ai mis en décor. Donc, tu as sorti un premier livre qui est toujours en vente, qui est toujours... Oui, enfin, il est épuisé, je crois, maintenant, mais on le trouve encore chez en livre d'occasion, il me semble, hein, sur chapitre.com, Amazon, etc. Ouais. Si l'affaire justement de son père, qui est une affaire, soyons clairs, historique hein, pour l'époque, et puis pour l'époque qui est une affaire historique, donc je vous invite à lire son livre. Je vous invite également, je vais le faire tomber. Donc ça, c'est publié chez Dargaud. Donc la bande dessinée que moi personnellement, j'ai dévoré, je trouve ça très bien. Et j'ai appris du coup plein de choses parce qu'il a fait vraiment, notre ami donc Olivier Berlion a fait vraiment un travail de fou. Et je vous invite à vraiment regarder la bande dessinée, elle est en 3 tomes. Et il rentre dans beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qu'il explique. Donc voilà. Non, absolument. Cette BD est excellente. Je te remercie. J'ai eu l'honneur de la préfacer d'ailleurs. Oui, tu l'as préfacée. Bon, on est devenus très amis. On a un petit peu travaillé ensemble, je racontais des anecdotes, etc. Non, il a fait un travail remarquable parce que c'est une fiction, mais une fiction plausible. C'est une fiction qui ne vient jamais contrarier des faits connus. Et donc, il a non seulement, il a beaucoup de talent sur le plan artistique,
Mais en plus, il a un talent de scénariste et il a fait un énorme travail de recherche. Il m'a même appris des choses, moi qui croyais bien connaître l'affaire, que je ne connaissais pas. Et donc, on est devenus très amis. Alors, il y a une autre bande dessinée, il faut le savoir, qui a été réalisée, mais qui est plus sur l'enquête sur l'assassinat du juge Renaud. Donc, c'est pas la vie du juge Renaud, c'est l'enquête sur, par Benoît Colombat et Étienne Davodo, qui est très bien aussi, qui explore la thèse de l'assassinat politique, mais qui ne rentre pas qui ne fait pas le portrait du personnage et qui ne reconstitue pas les faits de l'époque, comme l'a fait Olivier avec vraiment énormément de talent. Il y a également le film, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vais en parler maintenant, donc rapidement, que tu as déjà fait donc avec un réalisateur, donc c'est vas-y. Oui, alors après la parution de mon livre, qui était en novembre 2011, peu de temps après, ici au Vietnam, tout à fait par hasard d'ailleurs, je rencontre un réalisateur de films documentaires chez un ami commun, invité à un dîner, qui cherchait des sujets à traiter au Vietnam. Et de fil en aiguille, on s'est mis à parler, je lui ai raconté mon histoire, ça l'a passionné, il a lu mon livre, et il m'a proposé de faire un film ensemble, dont lui serait le réalisateur et moi le co-auteur avec lui, et dans lequel je jouerais mon propre rôle. La caméra me retrouve ici au Vietnam, dans cette maison, et après on retourne à Lyon, mener l'enquête, etc. C'est un livre, c'est un film documentaire qui était basé sur mon livre, qui est dans le prolongement de mon livre. Pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux comme récompense. Un film documentaire basé sur mon livre. Et alors, on a été attaqué en diffamation, parce qu'on a mis en cause pas mal de gens. Et bon, en gros, j'ai gagné ce procès, vous le verrez. Voilà. Trop susceptible, on va dire. Voilà. Monsieur. Non, mais de toute façon, là, les juges ont bien compris quand même que d'abord j'étais légitime, j'étais de bonne foi, et puis voilà. Et donc, alors effectivement, j'avais en projet d'écrire un deuxième livre. Il faut savoir que mon premier livre, j'ai peut-être commis une erreur de classique, hein, quand on écrit un premier livre, c'est on en dit trop. On veut tout dire. Parce il est légèrement bavard, vous l'avez remarqué, hein. C'est vrai. On en dit trop, on a l'impression que c'est l'occasion de sa vie, et surtout lorsqu'on parle d'un sujet qu'on a dans les tripes depuis longtemps. Bon, là, il fallait que je m'exprime, et c'était peut-être un peu trop long. Mon éditeur m'a fait supprimer certains morceaux, mais j'ai été assez intraitable, c'était une espèce de bras de fer, et c'était peut-être un peu trop long, voilà. Ouais. C'était peut-être un peu trop long, mais bon, c'était le livre qu'il fallait que j'écrive. Alors, il y avait beaucoup de choses aussi à dire. J'avais beaucoup de choses à dire. Et puis, circonstances atténuantes, c'est vrai que j'étais long, mais en même temps, bon, on m'avait coupé de la parole pendant trop longtemps. J'avais tellement entendu d'âneries qu'il fallait que je réponde. Et puis, j'avais surtout tellement entendu d'incohérences qu'il fallait que j'assène la vérité. Voilà. Donc, ma vérité, du moins. Donc, voilà. C'était peut-être un petit peu long. Et au jour d'aujourd'hui, ce livre mériterait une mise à jour, d'abord dans une version plus courte, qui soit plus... parce que là, j'ai fait des digressions aussi. Alors, il y a des gens qui ont aimé ces digressions, qui ont trouvé ça. Ils ont trouvé que c'était justement le côté original de ce livre, parce que je fais également un parallèle avec la vie de mon père. En gros, il y a 3 choses dans ce livre. Il y a une enquête, une contre-enquête, la vérité sur l'assassinat du juge Renaud. Il y a un portrait de l'homme, réhabilité, le vrai juge Renaud tel qu'il était vraiment. Et il y a également une histoire personnelle. Je raconte ma vie au Vietnam en créant une espèce de parallèle entre la vie de mon père et la mienne. Donc il y a une espèce de 3 histoires en une. Alors des gens qui ont été un peu déroutés, les gens qui ne s'intéressent qu'aux affaires criminelles, ils comprenaient pas tout. Par contre, les gens qui sont assez ouverts, qui aiment bien l'histoire personnelle, ils ont trouvé ça bien. Enfin bref. Le livre est fait, je me suis exprimé, mais aujourd'hui, ça mériterait une mise à jour, cette fois en style journalistique, sujet, verbe, complément. Ouais, de faire peut-être une version un peu plus condensée aussi. Ça. Alors, 2 raisons. D'abord, faire une version plus condensée en style journalistique, en restant sur le sujet, d'une part, et d'autre part, pour rendre compte de tous les éléments nouveaux qui sont intervenus depuis l'apparition de ce livre. Parce qu'il y a eu pas mal d'éléments nouveaux qui accréditent toujours un peu plus la thèse de l'assassinat politique. Et donc tout ça, il faut que ce soit inscrit quelque part, et qui d'autre que le fils pour le faire? Personne ne le fera à ma place. Et mon intention,
était précisément, lorsque j'ai organisé l'événement du 3 juillet, j'étais en train de préparer ce livre, et mon intention était de m'y remettre très rapidement. Et puis là-dessus, il y a eu ce problème qu'on a eu, ce montage que nous avons réalisé tous les deux, et du coup, ce montage est tellement bien, et je ne suis pas le seul à le dire, que, quelque part, il me permet de marquer un temps d'arrêt. Voilà. Ton deuxième livre. Voilà. Non, ça... Le deuxième livre est moins urgent, puisque je me suis exprimé, j'ai quand même fait un très bon point, une très bonne mise à jour, à travers ce format qui est très efficace, et donc je peux faire un break. Et ça me permet de revenir à ma passion de la langue verte, mon spectacle La Fontaine, etc. Mais je sais que lorsque j'aurai fini, je reviendrai à mon bouquin, parce que, vous voyez, un jeu de balancier pour moi, c'est ma vie, c'est comme ça, quoi. Je passe d'un sujet sérieux à un sujet moins sérieux. Bon, en tout cas, je te remercie de m'avoir reçu, de m'avoir accordé cette interview, parce que c'est vrai que je voulais faire des portraits de gens qui vivent au Vietnam. Il y a eu un coup de chance extraordinaire que Philippe Quérard nous a réunis et qu'on a pu effectivement travailler ensemble, etc. sur ce sujet. Moi, en l'occurrence, je vous invite à aller voir, et je vous remets le lien dans la description, donc le film que nous avons réalisé ensemble. Vous verrez que c'est un film qui est, même s'il est long, vous pouvez, vous savez, vous arrêter, le voir en plusieurs fois si vous êtes pressé, mais vous pouvez, c'est un film qui est vraiment intéressant, qui va vous expliquer énormément de choses. Je veux pas tout spoiler, mais il est vraiment intéressant, et on a utilisé l'IA, en l'occurrence, à bon escient, pour rendre des scènes vivantes. Donc c'est pas un film qui est chiant à regarder, c'est un film qui va vous prendre du début jusqu'à la fin. Je ne peux laisser des commentaires si vous voulez, si vous me dites que le film il est chiant, vous pourrez le dire dans les commentaires, mais je pense pas que vous le ferez. Voilà. Et puis cette interview aujourd'hui que je voulais faire, parce que je voulais vous présenter Francis, ça fait 50 ans qu'il se bat effectivement pour faire ressortir, je dirais, ça ou la vérité. Moi, je serais tendance à dire la vérité. Et puis, je voulais vous faire présenter son côté, justement, amateur de bons mots, amateur parce que on s'est bien marré. Il m'a raconté plein de choses, justement, je dirais, avec son langage fleuri, et c'était quand même assez rigolo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon travail, si vous aimez ce qui est publié, parce que c'est une chaîne qui parle de moto, mais qui parle, comme vous pouvez voir aussi, de beaucoup d'autres choses. Les abonnements, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein, c'est si vous aimez vous abonner. Si vous aimez pas, vous abonnez pas, on s'en fout. Puisque le but de cette chaîne, c'est pas de gagner de l'argent, le but de cette chaîne, c'est simplement de vous faire découvrir des choses, comme je vous fais découvrir aujourd'hui Francis, comme je vous ai fait découvrir la cuisine du Vietnam, et on va continuer avec ma femme à faire d'autres films. Merci encore une fois de m'avoir reçu, de parler de tout ça. Merci Philippe. C'est bavard. Ah ouais, faut pas me provoquer, hein. Toi c'est pareil, hein. Toi, on te titille sur les images, tu balances, hein. Ah, tu fais pas semblant. Et merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. À la prochaine vidéo. Bye.